Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Emmanuel Clément, chaire de professeur junior à Polytech Lille. Et donc, ce matin, je vais vous parler un petit peu d'optique et d'IA, l'alliance des deux qui permet en fait d'améliorer le diagnostic du cancer et aussi de donner une opportunité sur les choix des thérapies. Donc, avant de commencer, je vais revenir juste un petit peu sur mon parcours. Donc, c'est un parcours un peu assez interdisciplinaire, donc qui commencera à l'école d'ingénieur Centrale Lyon, et je donnerai à ce parcours une dominante un petit peu mathématique appliquée, notamment sur les équations dérivées partielles, que je compléterai aussi en physique théorique, donc en physique statistique et turbulence, pour essayer de décrire un petit peu les systèmes complexes. Et donc, à Zurich, je travaillerai en thèse de master sur l'accélération des simulations des grandes échelles de la turbulence pour des applications en aéronautique. Et par la suite, donc, je prendrai une vision plutôt biophysique, donc en thèse à l'Université de Bourgogne, à l'Institut interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, sur la modélisation des maladies conformationnelles, on appelle ça. Donc ici, je développerai des instruments optiques et aussi des techniques d'analyse des signaux complexes, des signaux de dynamique de protéines uniques. Et suite à ce doctorat, donc je deviendrai boursier de la Fondation Carnot et de la JSPS au Japon. Et je partirai donc au Japon à l'université d'Hokkaido réaliser un stage de chercheur postdoctoral de 2 ans où je travaillerai sur l'accélération des mesures d'imagerie Raman grâce à des approches algorithmiques. Et toujours à l'université d'Hokkaido, je rejoindrai à la suite de ce postdoctorat un institut pilote qu'on appelle au Japon le World Premium International Research Initiative. Donc, ce sont des instituts qui doivent répondre à des questions de recherche très ambitieuses sur une durée de 10 ans. Et donc, je rejoindrai cet institut. Et là, le thème que je développerai sera axé sur la détection des cellules cancéreuses souches. Donc, c'est des cellules cancéreuses qui sont résistantes au traitement actuel. Et il n'y a à l'heure actuelle pas de moyen de les détecter. Et donc, il y a un gros travail à faire sur l'amélioration ou la détection de ces cellules dans les tumeurs solides. Et donc, récemment, environ 1 an, j'ai rejoint Polytech et l'Université de Lille au Lazire comme chaire de professeur junior. Et le thème de recherche que je défends sur cette chaire, c'est en fait l'intégration de différentes modalités d'imagerie pour améliorer les diagnostics du cancer en faisant de la fusion de données, principalement. Donc, je vais commencer par vous donner un petit état des lieux du cancer. Donc, vous le savez sûrement, c'est un problème majeur en santé publique. Et en France, c'est d'ailleurs la première cause de décès devant les maladies cardiaques. Et dans le monde, ce sera donc la 2e cause de décès. Et donc, les chiffres sont sans appel. En 2000, nous avions 10 millions de nouveaux cas par an. Et en 2022, nous en avons 22 millions. Et les pronostics ne sont pas non plus rassurants, puisqu'en 2050, nous devrons être, selon les prévisions, à 35 millions de nouveaux cas par an. Ce qui explique cette explosion de cas, c'est notamment que l'âge de la population est vieillissante, mais pas que. Il y a des changements de mode de vie et il y a aussi une dégradation de l'environnement qui fait que nous sommes exposés à différents facteurs de risque bien plus souvent que précédemment. Et si on regarde le cas de la France, donc un facteur d'incidence très élevé en France par rapport à nos voisins, et notamment dans la région Hauts-de-France, qui est le champion de l'incidence, avec un taux de mortalité 36% supérieur à la moyenne nationale. Donc il y a un véritable effort à faire pour au moins prévenir les risques du cancer. Et face à cette explosion de cancer, la question qu'on peut se demander, est-ce que nous avons les moyens humains d'y faire face ? Parce que les personnes capables de poser le diagnostic précis du cancer sont nommées les pathologistes. Et en France, nous avons environ 1651 pathologistes pour couvrir l'ensemble du territoire, ce qui est très peu. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes de plus de 55 ans, donc qui partiront en retraite dans 5 à 10 ans, représentent 35% de l'effectif, et que les jeunes ne sont plus vraiment attirés par cette spécialité.
qui ne représente que 18% de l'effectif global. Donc la question qu'on peut se poser face à la croissance du cancer et à la baisse des médecins qui sont capables de poser un diagnostic précis de ces maladies, est-ce qu'on est capable de le faire? A priori, dans 10 ans, on se rapprochera très probablement des situations que nous voyons en Afrique ou en Asie du Sud, et il faudra donc automatiser une part de leur travail avec des technologies d'IA ou des technologies d'optique ou éventuellement d'autres. Et donc, que fait un pathologiste dans son travail journalier? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sur des tissus, des couches tissulaires, la déformation des cellules qui sont reliées à l'avancement de la maladie, enfin la gravité de la maladie. Donc, des légères déformations seront peut-être couplées à des cancers bénins et des fortes déformations seront plutôt reliées à des cancers très agressifs à capacité métastatique. Et donc l'objectif de mes recherches, c'est d'ajouter une dimension moléculaire au diagnostic, puisque se baser seulement sur la morphologie, finalement, c'est assez subjectif. Et en ajoutant une dimension moléculaire, peut-être qu'on pourrait améliorer les capacités, du diagnostic. Et la dimension moléculaire que je souhaite ajouter pour ces recherches, donc ce sera la spectroscopie Raman, une spectroscopie de diffusion. Donc si vous illuminez avec un laser un substrat, la plupart des photons seront diffusés de manière élastique, donc avec la même énergie que l'onde incidente. Et M. Raman avait montré qu'une petite partie de ces photons réémis dans tout l'espace avaient des énergies différentes de l'énergie incidente et que ces photons-là, que vous voyez avec des couleurs différentes, portent une information sur la structure moléculaire de l'échantillon. Donc ça, c'est sa découverte. Et si on exploite ces photons qui sont diffusés à des énergies différentes, on est capable de construire ce qu'on appelle un spectre Raman de notre échantillon qui porte suffisamment d'informations sur l'état biochimique de l'échantillon. Donc vous utilisez votre microscope et vous mappez votre échantillon biologique et vous êtes capable d'avoir de l'information morphologique mais aussi chimique. Et en exploitant peut-être ces deux types d'informations, on pourrait être à même d'automatiser une partie du travail des pathologistes, mais aussi d'améliorer la précision des diagnostics. Donc voilà ce qu'on appelle une imagerie Raman. Donc vous avez l'espace et vous avez dans la troisième direction l'information moléculaire. Et en sélectionnant des fréquences particulières, vous pouvez reconnaître des structures cellulaires. C'est sans label, donc c'est super intéressant. Vous n'avez pas besoin d'injecter des probes dans vos cellules. Et donc vous pouvez reconnaître les mitochondries qui fournissent l'énergie aux cellules. Si vous allez plutôt chercher des fréquences reliées aux lipides, vous allez pouvoir apercevoir ces corps lipidiques qu'on appelle les lipid droplets en anglais, excusez-moi du terme. Et qu'est-ce que peut faire la spectroscopie Raman que les autres ne peuvent pas? C'est d'aller quantifier l'interaction des molécules thérapeutiques avec les cellules en temps réel et en situation vivante. Donc, si vous prenez une molécule thérapeutique qui a une fréquence spécifique, vous pouvez la localiser dans l'espace. Et ici, elle a intégré le cœur du noyau. Et en même temps, vous pouvez quantifier l'effet de cette molécule thérapeutique dans le corps cellulaire. Et vous voyez que les cellules qui ont pris la drogue ont une décroissance de l'activité mitochondriale générale. Donc c'est l'une des forces de cette spectroscopie, c'est que vous pouvez quantifier l'interaction molécule thérapeutique et cellules. Donc ça permet de faire des choix sur les thérapies éventuelles pour un patient donné. Et donc maintenant, j'aimerais vous montrer un cas d'étude sur les maladies thyroïdiennes. Et donc, il y a un diagnostic qui est très délicat à faire, car il n'y a pas vraiment de différence morphologique entre les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le
carcinome folliculaire. Donc, c'est un cancer très agressif à possibilité métastatique. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'adénome folliculaire, qui est une tumeur très bénigne. Et il n'y a pas de variation morphologique entre les deux. Et donc, les médecins sont souvent un peu embêtés pour poser le diagnostic, sachant que les traitements sont complètement différents. Et donc, on s'est posé la question, quand j'étais au Japon, est-ce que l'imagerie Raman peut être un outil de choix pour aller améliorer la précision du diagnostic? Et donc, pour ce faire, on a utilisé des microscopes à mesure très rapide, puisque l'un des inconvénients de la spectroscopie Raman, c'est que la mesure est très lente. Pour les échantillons biologiques, ça va prendre sûrement quelques jours, voire des semaines. Donc, nous accélérons la mesure avec des techniques optiques, où vous mappez votre laser en une vingtaine de lignes laser, et vous pouvez imager des grands échantillons comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est le genre de microscope qui sera utilisé, j'espère, dans les hôpitaux un jour. Et peut-être le grand challenge quand vous travaillez sur des échantillons biologiques, c'est que même si vous mesurez très vite, vous avez aussi des signaux avec un rapport signal sur bruit très faible. Et donc derrière ces mesures, il y a aussi une grande partie de design, on va dire de restauration d'images et de standardisation des données pour retrouver le signal utile qui est caché dans le bruit. Ça, c'est un travail de mathématicien où vous essayez de résoudre des problèmes d'optimisation pour retrouver les signaux. Ça, c'est un travail très important en Raman pour l'analyse des signaux biologiques. Et peut-être que quand vous faites ce travail, finalement, vous travaillez sur votre microscope en laboratoire et vous demandez aussi à votre voisin de faire la même chose dans un autre laboratoire et vous restaurez ces données, vous les standardisez. Et ce qu'il se passe, c'est en fait que quand vous travaillez avec des échantillons biologiques, comme le signal est très faible, en fait, la marque du microscope est gravée dans les signaux. Donc, si vous voulez créer un outil de diagnostic à l'échelle d'un laboratoire, en général, ça ne va pas marcher. Et donc, il va falloir trouver des moyens de standardiser les données entre différents laboratoires ou différents hôpitaux. Et peut-être que vous connaissez l'histoire de IBM Watson, qui avait essayé de vendre en 2012 un outil extraordinaire en IA capable de résoudre la détection des cancers. Et en fait, ils ont échoué à cause de ça, car ils avaient entraîné leur modèle d'IA dans un laboratoire, un hôpital extrêmement moderne et qui n'a pas du tout généralisé sur l'ensemble du territoire américain ni européen. Donc ça a été une faille commerciale. Donc voilà, si vous faites vos expériences à des jours différents et sur des devices différentes, ce que vous allez voir finalement, c'est la variation entre les microscopes ou les variations entre les conditions expérimentales du jour. Et donc, il y aura très peu d'informations apprises par les modèles IA reliés à la biologie finalement. Donc la question qu'on s'est posée, c'est finalement comment faire pour réduire cette variation. Alors la solution là, elle est très simple, c'est que dans les régions où il n'y a pas de cellules, donc sur le substrat même, on a la réponse du microscope et on va juste faire une correction de substrat finalement entre les deux devices. Et il se trouve que si l'on fait ça, on a finalement des signaux biologiques un peu plus comparables. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a standardisé les modèles avec des corrections de substrat. Et après, on s'est posé la question, avec des modèles de classification, est-ce qu'on est capable finalement de trouver des variations, des différences entre ces deux phénotypes cellulaires, puisqu'à l'état morphologique, il n'y en a pas vraiment. Et donc, on a des données avec un label, une étiquette, et on cherche à minimiser l'erreur de prédiction, comme dans tout problème de classification. Et donc, on y est arrivé à peu près avec des accuracies de 81%. Donc, ce qu'il faut faire en général quand vous construisez ces modèles, c'est qu'il faut avoir des échantillons tests qui ne rentrent pas dans les jeux d'entraînement. Parce que même si on corrige les variations, il y aura toujours des dépendances
qui sont liées aux conditions expérimentales du jour. Hein. Donc, pour faire les choses bien, il faut exclure des images ou des échantillons tests qui ne rentrent pas du tout dans les jeux d'entraînement. Hein, parce que si on ne crée pas d'exclusion, en fait, on a une accuracy de 83%, donc c'est un petit peu optimiste, on va dire, par rapport à la réalité qu'on aurait sur du terrain clinique, qui retomberait, pour le coup, là, avec des accuracies de 81%. Évidemment, si on ne corrige pas le background, hein, le substrat, on a des généralisations très faibles sur d'autres devices ou sur d'autres laboratoires de recherche. Et bien sûr, les médecins, ils ne veulent pas seulement des métriques pour analyser si leur discrimination est optimale ou non, ils veulent aussi des explications, pourquoi le modèle a prédit tel ou tel phénotype. Et donc, on a développé une méthode de sélection de bandes qui permet d'indiquer là où le modèle a porté de l'attention pour la prédiction. Et donc, c'est des modèles c'est des techniques qui sont basées sur les Monte Carlo Research. Parce qu'en général, ces modèles de machine learning, ce sont on va dire des boîtes noires, et pour les faire parler, souvent on utilise des outils externes. Et donc là, en utilisant du Monte Carlo Research, on a découvert que le modèle était sensible plutôt à des fréquences lipidiques, la variation de lipides entre les deux phénotypes. Et les médecins, les pathologistes, eux, ils travaillent avec en général deux informations, le noyau ou le cytoplasme, et des ratios entre les deux. Et ils nous ont demandé finalement, dans ces prédictions, est-ce que c'est plutôt le noyau qui est important ou plutôt le cytoplasme de la cellule? Et donc on a essayé de répondre à cette question avec des techniques de segmentation. Et on s'est rendu compte que finalement, si on prenait le noyau, seulement le noyau, on n'avait vraiment aucune discrimination entre ces deux phénotypes, et que c'était plutôt dans le cytoplasme que l'information utile était présente. Et donc on a testé, pour le coup, dans des situations plus réalistes, où il y aurait des cellules cancéreuses et non cancéreuses sur le même substrat. Et on a utilisé ces modèles. Donc ça, c'est juste des modèles de test. Ils ne font pas partie de l'entraînement. C'est des modèles qui sont mesurés sur différentes dates ultérieures, entre différents laboratoires. Et donc, la généralisabilité était pas mal, puisque sur chaque cellule qui ont été marquées par du marquage, là, pour le coup, fluorescence, pour avoir une certaine ground truth, on a été capable de reconnaître que le cytoplasme avait un fort taux de présence du cancer. Donc on s'est dit, l'imagerie Raman, pour ce cas d'étude, était important, peut améliorer drastiquement la détection des deux phénotypes. Et donc je vais finir sur ce cas d'étude. Donc l'imagerie Raman, c'est une technique assez puissante puisqu'elle permet de quantifier l'état métabolique des échantillons biologiques, mais il reste encore beaucoup de challenges à relever pour vraiment le déployer dans la clinique, dans les instituts cliniques à grande échelle. Et au sein de Polytech Lille, j'essaierai de travailler encore sur ces thématiques, mais en mixant différentes modalités d'imagerie pour aller encore plus loin dans la précision des diagnostics. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.